20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Après l'audition de son époux, c'était au tour ce mardi d'Abdoulaye Baldé d'être entendu par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Interrogé pendant 5 heures, le maire de Ziguinchor s'est abstenu de faire tout commentaire à sa sortie. La libération sans condition de Khalifa Sall, c'est ce qu'exige Manko Taxawu au Sénégal. La coalition annonce une marche dans ce sens et appelle toutes les forces vives de la nation à y participer. Ce sera le 19 mai prochain. Amnesty International, pour sa part, dénonce la restriction des visites au maire de Dakar. Seydi Gassama parle de mesures purement politiques visant à éliminer un adversaire. Polémique autour de l'organisation des élections de représentativité syndicale à 2 semaines de l'échéance. La Confédération des syndicats autonomes fait part de ses inquiétudes. En conférence de presse, ses membres alertent l'opinion publique sur un certain nombre de manquements que vous découvrirez au cours de cette édition. Lutte contre le terrorisme, une simulation d'intrusion réalisée ce mardi dans un grand hôtel de la place. Présidé par le ministre de l'Intérieur, cet exercice a fait intervenir les forces de défense de sécurité que sont la gendarmerie, la police, mais aussi les sapeurs-pompiers. Enfin, l'invité du 20h, il s'agit de Babacar Justin Ndiaye, interrogé par Antoine Diouf. Une interview à suivre comme d'habitude tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous plutôt. Tout de suite, un journal que nous ouvrons avec Abdoulaye Baldé, entendu par la CREI pendant au moins 5 tours d'horloge. Le maire de Ziguinchor, accusé de bien mal acquis, affiche toutefois confiance à sa sortie. Il ne s'est pas adressé à la presse, mais un de ses avocats s'est prononcé en quelques mots. Je propose de l'écouter au micro de Fatou Kinedam. C'est juste des précisions qu'il fallait apporter, c'est tout. Rien de nouveau sur le soleil. Finalement, c'est 3-4 questions, mais il faut relire, il faut corriger, c'est ça qui fait tenir les choses. Et les gens ne passent pas tout le temps. On n'est pas dans un commissariat de la Russie de l'époque. Non, l'ambiance est bon enfant, voilà. Et affaire judiciaire tout de suite, toujours Manko Taxawu au Sénégal exige la libération sans condition du maire de Dakar. La coalition dénonce les mesures restrictives auxquelles Khalifa Sall fait face, notamment la réduction du nombre de ses visiteurs qui est passé de 20 à 10 visiteurs. Manko Taxawu au Sénégal appelle toutes les forces vives de la nation ainsi que les citoyens au grand rassemblement qu'elle compte organiser. Ce sera le 19 mai prochain à partir de 16h au boulevard du Général de Gaulle. La coalition faisait face à la presse. Le compte-rendu est signé Ibrahim Akan. Manko Taxawu Sénégal condamne avec la dernière énergie les restrictions de liberté auxquelles Khalifa Sall fait face à la prison de Rebeuss. En conférence de presse pour sa première sortie médiatique, la coalition dénonce les conditions de détention du maire de Dakar. Le maire Bamba Fall me disait tout à l'heure que Khalifa Sall est estampillé détenu particulièrement signalé, détenu particulièrement signalé, qu'il n'a pas le droit d'aller en bibliothèque, d'aller à la mosquée et d'accéder à aucun moyen d'information. Mais cela se passe ici, au Sénégal. En 2017, après toutes ces années de combat. Après avoir peint un tableau sombre de la situation économique nationale, les leaders de l'opposition réunis autour de Manko Taxawu Sénégal exigent la libération sans condition de Khalifa Ababacar Sall. Nous prévenons solennellement le président de la République Macky Sall que nous le tenons pour seul et unique responsable de toute détérioration de la paix civile au Sénégal en cette période d'élection. L'opposition sénégalaise exige la libération sans condition du maire de Dakar, Khalifa Sall, et de tous les otages politiques. Le vendredi 19 mai 2017, par la grâce de Dieu et sa magnanimité, le peuple sénégalais, par sa mobilisation, par son engagement et l'enthousiasme de sa jeunesse, la détermination de ses femmes, montrera à Macky Sall que le Sénégal restera debout. Au cours de ce face-à-face avec la presse, Manko Taxawu Sénégal a rendu un vibrant hommage au président Abdoulaye Wade. La coalition appelle toutes les forces vives de la nation ainsi que les citoyens au grand rassemblement au boulevard du Général Charles de Gaulle le 19 mai à 16h.
Restons avec l'affaire Khalifa Sall. Amnesty Sénégal dénonce la restriction des visites au maire de Dakar détenu à la prison de Rebeuss. Seydi Gassama de Amnesty International parle de mesures purement politiques qui visent à éliminer un adversaire politique. Il soutient qu'il y a dans cette affaire la main du président Macky Sall, mais aussi de son gouvernement. Nous l'écoutons au micro de Ibou Diouf. Nous pensons que les restrictions imposées aux visites d'Khalifa Sall constituent des violations graves de ses droits. Khalifa Sall est une personnalité extrêmement importante aujourd'hui au Sénégal. Vous voyez ce qui s'est passé à Paris. Après la prestation de serment du président Emmanuel Macron, il est parti immédiatement à la mairie de Paris pour rendre visite au maire de Paris. N'importe quel chef d'État du monde qui va en visite officielle en France doit également rendre visite au maire de Paris. Donc le maire d'une capitale, ce n'est pas n'importe quelle personnalité dans un pays, c'est un homme politique important. De premier plan, imposer à cet homme politique des restrictions indues au droit de visite, alors même qu'il gère depuis la prison sa mairie, est totalement inacceptable. Nous pensons que c'est des restrictions qui sont imposées par des raisons politiques. C'est une autorité politique qui a dicté à l'administration pénitentiaire ces restrictions pour empêcher Khalifa Sall de continuer à recevoir ses soutiens et de continuer, n'est-ce pas, à faire son travail politique. C'est inacceptable, c'est indigne d'un État comme le Sénégal et nous demandons au ministre de la Justice, au président de la République de mettre fin immédiatement à ces restrictions et de permettre à Khalifa Sall de recevoir autant que faire se peut, n'est-ce pas, toutes les personnes qui veulent le voir. Et nous restons avec Seydi Gassama. En Afrique de l'Ouest et centrale, des attaques contre les défenseurs des droits de l'homme atteignent un niveau inquiétant. Affirmation faite par Amnesty International. C'était au cours du lancement de la campagne Osons le courage. Les initiateurs demandent aux États africains de reconnaître la légitimité des défenseurs des droits de l'homme. Nous écoutons à nouveau Seydi Gassama qui revient sur l'importance de cette campagne dont le titre est Osons le courage au micro d'Ibou Diouf. Aujourd'hui, Amnesty lance dans le monde entier sa campagne mondiale pour la protection des défenseurs des droits humains. Les défenseurs des droits humains sont toutes ces personnes, hommes et femmes, qui, dans des organisations, s'activent pour promouvoir et protéger les droits humains. Mais les défenseurs des droits humains également, ce sont les journalistes, ce sont les syndicalistes, ce sont les lanceurs d'alerte. C'est pour renforcer la protection de toutes ces personnes dans le monde que Amnesty a lancé cette campagne, pour que dans chaque pays, des lois soient adoptées pour les protéger contre la violence, les protéger contre le dénigrement, faire en sorte que des lois liberticides qui permettent de les arrêter pour des actes de diffamation, pour atteinte outrage au chef de l'État, que toutes ces lois-là soient réformées afin qu'elles correspondent aux normes et aux standards internationaux. Donc c'est une campagne de 2 ans qui sera intensifiée au Sénégal par la proposition dès les prochaines semaines d'un avant-projet de loi à l'État du Sénégal pour que les défenseurs, tous les défenseurs, y compris les journalistes, soient suffisamment protégés dans ces pays contre la violence, contre le dénigrement, contre les poursuites de toutes sortes qui s'exercent contre eux chaque fois qu'ils font le travail de défendre ou d'informer les citoyens. Préoccupée par la non-application des droits consacrés par le protocole de Maputo, l'association des juristes sénégalaises a décidé d'organiser une rencontre africaine. Le thème de cette rencontre, Maputo, 12 ans après, quel défi? Une cérémonie à laquelle le ministre de la Justice a participé. Selon Sidiki Kaba, le corps d'une femme ne devrait en aucun cas être une arme de guerre. Pape Faraning. La situation des femmes africaines toujours préoccupante malgré la signature du protocole de Maputo depuis 2005. L'association des juristes sénégalaises convie à Dakar des experts venus de 15 pays du continent pour plaider l'application de ce protocole par les pays signataires. Faire l'état de la mise en œuvre de ce protocole au niveau de chaque pays africain. Donc c'est un prétexte pour échanger. C'est aussi un prétexte pour voir quels sont les obstacles qui font que le protocole, les droits proclamés dans le protocole de Maputo ne peuvent pas être réalisés effectivement au niveau de notre continent. Le protocole le plus complet. Ce protocole ne laisse en rade aucun droit des femmes. Le droit à la dignité, à l'intégrité, c'est-à-dire contre les violences, le droit à la santé de la reproduction, le droit à l'accès à la terre et aux ressources. Certes, le protocole de Maputo est important, mais le ministre de la Justice insiste sur un climat de paix pour protéger les femmes. Le corps des femmes ne doit pas être un champ de bataille. Et effectivement, vous avez raison, les femmes ne doivent pas être une arme de guerre. Elles ne doivent pas être
particulièrement victimes du viol qui devient une arme de destruction fatale. Une occasion d'apprécier les avancées du protocole, mais aussi identifier les obstacles à la mise en œuvre de ce texte majeur. D'abord, c'est les pesanteurs socioculturelles. Mais comme je dis, aujourd'hui, en Afrique, ni nos dirigeants, ni les organisations de droits humains ne peuvent prendre comme prétexte les pesanteurs socioculturelles pour ne pas réaliser les droits des femmes. Ça ne peut plus être un prétexte. Mais nous avons un problème d'effectivité. Nous voulons que les ressources soient mises à la disposition des programmes et des politiques qui sont élaborés pour la promotion des droits des femmes. Au sortir de ces 3 jours d'échange entre les femmes africaines, des recommandations seront faites pour le bien-être de la femme. Juste avant de parler de lutte contre le terrorisme, affaire Khalifa Sall, sachez que la Chambre d'accusation a rejeté la demande d'annulation des procédures introduites par ses avocats. Le maire de Dakar et ses conseils ont donc été déboutés. Un exercice de simulation d'intrusion terroriste a été réalisé ce matin à l'hôtel Terrou-Bi de Dakar. Le thème, fusillade suivie de prise d'otages à l'hôtel Terrou-Bi, présidé par le ministre de l'Intérieur. Cet exercice de simulation en cas d'attaque terroriste est une préparation à une éventuelle prise d'otages par les différents corps tels que la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers qui y ont tous assisté. Fatou Bintou Konté pour les détails. Un exercice inédit a été organisé ce mardi dans la plus grande confidentialité à l'hôtel Terrou-Bi. Il s'agit d'une simulation d'attaque terroriste destinée à faire intervenir ensemble forces de l'ordre, sapeurs-pompiers, gendarmerie, armée. Nous sommes rassurés de ce qu'on a vu ce matin et nous allons continuer à nous exercer, en tout cas pour encore davantage être au point pour faire face à une éventuelle attaque. Aidé par la coopération française, cet exercice de simulation d'intrusion terroriste va permettre à ces différents corps de mieux s'entraîner. C'est une première. Il y a aussi la coopération française qui est là, qui a été présente du début jusqu'à ce niveau-là. Ils ont ensemble préparé avec nos différents services cet exercice et nous pensons justement qu'en cas quand même d'un exercice du genre, nous devons mettre tous les moyens appropriés pour justement pouvoir les évaluer. C'est ça d'abord le but de l'exercice et en même temps apporter les correctifs nécessaires aux besoins. Un débriefing va être organisé ce jeudi afin de tirer les enseignements de cet exercice totalement nouveau. On va faire un débriefing de tout ça le jeudi, je pense, et je crois qu'on va tirer encore les grands enseignements de ce qu'on a vécu d'ici là. La réalisation de cette simulation d'intrusion terroriste demeure une nécessité pour renforcer l'efficacité des dispositifs opérationnels et faire face aux phénomènes susceptibles de mettre en danger la société. Parlons à présent des élections de représentativité syndicale. À moins de 2 semaines des échéances, la Confédération des syndicats autonomes interpelle l'État sur d'éventuels manquements notés, notamment l'éloignement des bureaux de vote, la non-participation des corps émergents, mais aussi et surtout le manque de bulletins de vote qui risque d'entacher le scrutin, un scrutin que ces syndicalistes veulent démocratique. La CSA était en conférence de presse compte rendu avec Radi Atala. La Confédération des syndicats autonomes n'est pas prête à subir les mêmes manquements de la précédente élection au prochain scrutin. Les syndicalistes demandent aux autorités chargées de l'organisation du scrutin à prendre toutes les dispositions pour la tenue d'une élection libre, démocratique et transparente. C'est la responsabilité de l'État qui est engagée. En tant qu'organisation syndicale, nous avons besoin de ces élections. Mais c'est l'État qui a le plus besoin du déroulement transparent de ces élections pour beaucoup plus de lisibilité et pour une meilleure organisation de l'espace de négociation. Que ce soit des élections où il va y avoir zéro contestation, tellement ces conditions sont remplies. Nous le disons sur la base de l'expérience vécue en 2011, où il y a eu beaucoup de manquements qui ont porté préjudice, en tout cas aux intérêts de la CSA. Nous interpellons le ministre Mansour Sy et ceux qui organisent ces élections-là pour qu'ils s'attellent autour de l'impératif d'une cartographie très proche des électeurs. Les conditions n'ont pas toujours été là pour que tout le monde puisse accomplir ce devoir-là. Parce que simplement, les bureaux de vote sont très loin de ceux qui devaient aller y voter. Iliman Diouf et ses camarades invitent les autres centrales syndicales à faire preuve de responsabilité et accomplir leurs devoirs dans la sérénité. Les travailleurs, quelle que soit leur appartenance,
de se rendre compte que la CSA est aujourd'hui l'alternative crédible. La CSA est aujourd'hui la seule centrale parmi le peloton de tête à être dirigée par une équipe entièrement composée de travailleurs actifs. Aujourd'hui, si les travailleurs ne disposent pas de bulletin de salaire, ils peuvent quand même avoir une attestation de travail ou attestation de service. Donc l'attestation peut remplacer le bulletin de salaire. Donc avec la carte d'identité, l'attestation de service ou l'attestation de travail, le camarade travailleur peut voter. La Confédération des syndicats autonomes, troisième à l'élection de représentativité de 2011, derrière la CNTS et l'UNSAS, compte cette année prendre la première place et élire Travail. Elle invite tous les travailleurs à venir fédérer leurs forces autour d'un projet du renouveau syndical. Nous restons dans le monde syndical pour parler d'une fédération qui regroupe tous les syndicats d'enseignants de la CSA qui est en gestation. L'ADEPT, l'EDES, le CELSA et le SUDES sont actuellement en discussion pour renforcer le mouvement. C'est le souhait de secrétaires généraux, en tout cas, des différentes organisations et d'Iliman Diouf, le secrétaire général de la CSA, que nous écoutons à nouveau au micro d'Adi Atala. Il n'est pas exclu que nous nous retrouvions dans une unité beaucoup plus profonde. Parce que d'abord, nous avons un instrument commun, la CSA. Et vous savez que plusieurs syndicats de branche dans une même centrale ou dans une même confédération sont appelés à mettre en place une fédération. C'est une première étape. Donc il n'est pas exclu que demain, le SUDES, l'ODES, le CELSA et l'ADEP soit constitue une fédération syndicale au sein de la CSA. Donc la mise en commun d'une partie des prérogatives appartenant à chacun des syndicats, qui est un pas important quand même vers l'unité. Ce n'est pas exclu. Parce que ce que l'on cherche dans l'éducation, c'est quand même devant la prolifération, même s'il y a eu des élections de représentativité, que quand même on aille vers l'unité. Et vous l'avez sans doute remarqué, il ne s'agit pas là d'Iliman Diouf, mais plutôt d'Amadou Diaouné, secrétaire général du SUDES. Nous restons avec ces élections pour être complets sur le sujet. Sachez qu'au lendemain des élections sectorielles, la CSA compte se pencher sur les fortunes diverses dans les performances des syndicats d'enseignants qui la composent. Les syndicalistes promettent de tirer des enseignements du scrutin pour justement remobiliser les troupes et nous n'excluons pas d'y revenir plus amplement dans nos prochaines éditions. L'Association nationale des sages-femmes du Sénégal réclame la signature du décret d'application de la loi sur l'ordre national des sages-femmes. C'est la seule condition pour, disent-elles, réglementer ce métier et le revaloriser. Elle célébrait à Kaolack, ces sages-femmes, la journée internationale qui leur est dédiée. C'était en présence d'Ibrahima Diamé, compte rendu. Madame le consul général du Sénégal à Marseille n'a pas oublié ses origines. Yann Ndiaye et ses partenaires ont débarqué dans l'arrondissement de Djilor pour soulager les populations. Je suis consul général du Sénégal à Marseille, du sud de la France. Je suis le consul général du Sénégal à Marseille, au sud de la France, où j'ai entretenu d'excellentes relations avec des Sénégalais, tout comme avec des non-Sénégalais, et qui ont accepté de m'épauler. Que je sois consul général. Des projets de construction de puits et de forages pour alléger les souffrances des populations ont été apportés par la délégation. Au départ, un peu partout, dans différentes localités du Sénégal. Alors, dès le début, nous avions envisagé de faire des dons de puits un peu partout où le besoin se faisait sentir, mais par la suite, je me suis dit que c'est toujours dur, donc il fallait des forages. Madame le consul, elle disait que ça faisait du bien aux populations, mais ça nous fait aussi beaucoup de bien à nous de faire tout ça, parce qu'on est content de vous aider. Sur le plan éducatif également, un geste a été fait à l'endroit des élèves et des établissements scolaires. À Djilor, nous avons décidé de primer l'excellence. On a fait des collectes de manuels scolaires, on a ramené 1 tonne, parce que l'éducation, c'est l'avenir. Des initiatives bien saluées par les populations, à commencer par l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, qui est natif de la localité. Les populations vous remercient par ma voix. Comme vous le savez, en milieu rural ici, la plupart des travaux
sont effectués par les femmes. Et chaque fois qu'une femme s'enrichit dans un village, c'est le ménage qui s'enrichit. Ce n'est pas seulement l'arrondissement de Djilor qui a bénéficié de ces projets, mais également Madame le Consul et sa délégation ont lancé des projets similaires au niveau du Lac Rose et dans le département de Kaffrine. L'autosuffisance en riz risque d'être hypothéquée par les oiseaux granivores qui ont envahi plus de 450 hectares dans le nord du pays, précisément dans le village de Djawar, c'est dans le département de Dagana. Les producteurs sonnent l'alerte et appellent le chef de l'État à mobiliser de gros moyens pour des opérations de grande envergure afin que l'autosuffisance en riz soit atteinte en 2017. Reportage signé Ousseynou Diop et Abibsek. À Djawar, dans le département de Dagana, les producteurs sont confrontés à l'envahissement des oiseaux granivores à quelques mois de l'échéance de l'autosuffisance en riz et ils sont très inquiets. Si le problème des oiseaux n'est pas résolu, le gouvernement doit savoir que le programme de l'autosuffisance en riz est un échec. C'est une bonne idée du chef de l'État, mais nous savons que c'est impossible d'atteindre ces objectifs. Depuis l'annonce de cette mauvaise nouvelle, la direction de la protection des végétaux a fait le déplacement avec les moyens du bord, mais pour les producteurs de Saint-Louis, seuls les avions peuvent faire face aux nombreux oiseaux venus des autres pays. Ce que nous demandons, il faut qu'on assure d'amener ici un avion. S'il passe à 48 heures, on va trouver du résultat. Mais chaque année, on nous dit l'avion est tout près, l'avion est à l'aéroport, l'avion est à Richard-Toll. Finalement, c'est zéro. Finalement, c'est zéro. L'année dernière, les producteurs ont enregistré plus de 12 milliards de pertes pour la campagne de contre-saison. Les pertes risquent d'être énormes. Regardez les résultats. Les oiseaux ont tout détruit. Là où on pouvait avoir un rendement de 100%, les rendements sont revus à la baisse. Les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal attendent avec impatience l'aide du gouvernement pour battre le record de production. Leur message est surtout adressé au chef de l'État. 2 tonnes de médicaments contrefaits saisis par le groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude de Thiès. Le mis en cause a été arrêté. Ces produits pharmaceutiques composés de paracétamol, d'aphrodisiaques sont estimés entre autres à 55 millions de francs CFA. Cette importante saisie survient dans un contexte de recrudescence du phénomène. Reportage Cheikh Anta Diop Saïlatir. Groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude de Thiès vient de mettre la main sur un important lot de médicaments contrefaits, estimé à plusieurs millions de francs CFA. Effectivement, le GPR vient de mettre la main sur un important lot de médicaments contrefaits dans un entrepôt au niveau de Thiaroye. Donc ceci à la suite d'un renseignement minutieusement exploité par nos unités opérationnelles. C'est essentiellement des produits pharmaceutiques, des produits aphrodisiaques, des paracétamol, des produits vétérinaires, etc. Donc c'est une quantité qui est estimée à près de 2 tonnes pour la saisie qui a été faite au niveau du dépôt de Thiaroye. Cette saisie a été précédée par une autre qui a été réalisée également par les unités opérationnelles une semaine auparavant dans un bus en provenance de Diama. Cette importante saisie survient dans un contexte de recrudescence de ce phénomène. Pour le colonel Mamadou Dienso, les couches les plus vulnérables de la société subissent ce fléau. Imaginez que ces médicaments soient déversés dans le marché sénégalais. Combien de personnes allaient en pâtir au regard du caractère nuisible de ces médicaments contrefaits sur la santé publique? Donc c'est pour mettre en exergue le rôle de protection de l'économie d'une part, mais aussi de protection des populations. Le mis en cause est actuellement entre les mains de la douane de Thiès. À défaut d'un règlement transactionnel, le prévenu sera déféré devant le procureur. Suspicion de fuite sur l'épreuve de mathématiques du concours général 2017. Le ministre de l'Éducation nationale s'est prononcé sur la situation pour lever toute forme d'équivoque. Serigne Mbaye Thiam déclare qu'il n'y a pas eu de fraude ni de fuite concernant cette épreuve. Selon lui, il y a eu plutôt négligence de la part du professeur d'université qui a choisi cet exercice que les élèves de Seydou Nourou Tall ont eu la chance d'avoir déjà traité avec leurs encadreurs. Serigne Mbaye Thiam était à Louga où il procédait au lancement du projet éducation inclusive. Nous l'écoutons au micro de Thierno Fall. Il n'y a pas eu de fuite dans la chaîne de délivrance des épreuves, d'établissement des épreuves. L'office du baccalauréat a bien sécurisé l'épreuve. Il n'y a pas eu donc de fuite. Il n'y a aussi aucune fraude notée de la part des élèves
ni de la part de leurs encadreurs, notamment pour le lycée Seydou Nourou Tall qui a été cité. Mais il y a eu négligence dans le choix de l'épreuve de mathématiques, enfin d'un des exercices de l'épreuve de mathématiques. C'est un exercice qui a été donné en 2015 en France lors d'un concours et donc qui est disponible sur Internet. Il se trouve que le professeur d'université qui a proposé cette épreuve a pris l'épreuve telle qu'elle sans l'avoir modifiée, ce qui est une négligence. L'épreuve étant disponible sur Internet, les encadreurs de Seydou Nourou Tall, dans le cadre des recherches aussi pour encadrer leurs élèves, ont eu à télécharger cette épreuve et à leur donner ça au cours de l'année scolaire. Donc, mais devant les suspicions qu'il y avait de rupture d'égalité, le ministère de l'Éducation nationale, en relation avec l'Office du baccalauréat chargé de l'organisation, a décidé de reprendre l'épreuve de mathématiques. Retour à Dakar pour parler du blocage du démarrage des travaux du stade de Ouakam qui soulève des vagues. Le maire de Ouakam, Samba Bathily Diallo, indexe le ministère des collectivités locales qui aurait ordonné l'arrêt du démarrage de la construction du stade alors que le projet serait inscrit dans son budget de cette année pour un montant de 190 millions dans sa première phase. Plutôt Aïssatou Paye pour les détails. La promesse n'a pas été tenue. Les Ouakamois vont devoir encore patienter la construction de leur stade bloqué une fois de plus. Le ministre des collectivités locales indexé. Si le ministère de la gouvernance locale, qui est le patron direct de l'AGETIP, demande à ce qu'on sursoit, on sursoit. C'est ça le problème. Mais le président de la République avait demandé à ce que ce stade soit réalisé. Et ça ne fait pas 15 jours qu'il a donné ses instructions. Mais je sais qu'ils ont bloqué pour essayer de lui raconter autre chose. Il n'y a pas de problème de foncier. Le stade appartient à Ouakam. Il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. Maintenant, vouloir nous opposer à la population de la cité Asegna, ça on le retrouve. La cité Asegna est partie intégrante de Ouakam. Les habitants de la cité Asegna sont des Ouakamois comme moi, comme tous les autres Ouakamois. Indigné, le maire de Ouakam lance un appel. Tout est fin prêt. Il a fallu que son Excellence le chef de l'État demande à ce que le projet soit débloqué pour que ce soit débloqué. Aujourd'hui aussi, nous lançons un message pour lui demander de débloquer encore le stade parce que les mêmes acteurs ont encore bloqué le stade. Il y a des politiciens tapis dans l'ombre qui sont des Ouakamois eux-mêmes. Ils se disent qu'une fois que le stade est réalisé, le maire Samba Bathily Diallo sera indéboulonnable. C'est ça le véritable problème. Ces politiciens tapis dans l'ombre qui ont peur de se dévoiler, qui manipulent, qui essaient de faire leur maximum pour que toutes les réalisations de la commune soient débloquées. C'est ça le véritable problème. D'autres infrastructures, comme la construction d'écoles, aussi ont été bloquées, d'après le maire de Ouakam. À Linguère, les populations de la commune Thiel demandent l'électrification de leur localité, mais aussi un poste de brigade pour mettre fin au vol de bétail. Ils souhaitent aussi l'implantation d'infrastructures sociales de base pour faire avancer leur terroir. Ils ont crié leur ras-le-bol et leur doléance au micro de Modumba et leur correspondant sur place. Pour lutter contre l'insécurité grandissante dans la zone de Thiel, les populations de la localité demandent l'électrification de la commune. Le village de Khogué est électrifié, alors celui de Lendé, les travaux d'électrification rurale sont en cours. Donc pourquoi pas Thiel? Actuellement, le vol de bétail existe toujours. Tout ça, c'est un problème d'insécurité. Pourquoi nous ne disposons pas de postes de brigade? Malgré ces deux groupes électrogènes et ces poteaux électriques déjà implantés dans le village, les habitants lancent un appel au chef de l'État. Si les groupes électrogènes pourraient être fonctionnels, ce serait une bonne chose. Nous demandons au président de faire des efforts pour qu'il puisse être à la disposition des populations. Situé dans la zone sylvopastorale, l'unique forage de la localité ne parvient plus à satisfaire en eau potable le cheptel et les populations. Actuellement, nous avons des problèmes d'eau. Le débit du forage est très faible par rapport à la demande.
À cela s'ajoute la construction d'un collège d'enseignement moyen pour aider les enfants à poursuivre leurs études dans de meilleures conditions. Depuis plusieurs années, nous fonctionnons dans ces conditions. Alors, l'école n'est pas clôturée et l'école fonctionne toujours sous des abris provisoires. Parce que l'année dernière, nous avons eu affaire au BFM 80%. Mais nous pensons que ces résultats-là pouvaient être améliorés alors si le CM était construit et si le CM était équipé. Les populations de Thiel espèrent qu'un jour leurs problèmes trouveront solution afin de booster le développement de la localité. Parlons à présent de la journée internationale des musées. Elle est célébrée, vous le savez, ce 18 mai à travers le monde entier. Au Sénégal, cette journée sera l'occasion pour sensibiliser le grand public aux enjeux des musées dans le développement de la société. Au musée Théodore Monod, des activités ont d'ailleurs permis aux acteurs culturels de discuter autour de l'importance des musées, ces trésors d'histoire. Reportage signé Boudiouf. Des expositions d'œuvres d'art, des ateliers de renforcement de capacité, le tout pour marquer la journée internationale des musées et pour commencer, connaître le musée. Le musée, c'est un espace où on conserve, où on collecte d'abord, on conserve, on publie, on expose et en même temps on mène de la médiation culturelle. Et donc si vous voyez présentement au niveau des institutions muséales du Sénégal, c'est comme si ça commençait à décoller, même si on fait partie des premiers pays à en disposer. Comment faire pour inciter les Sénégalais à fréquenter les musées? Une question qui intéresse les acteurs. Nous sommes partis d'un constat. Le constat, c'est que le musée est beaucoup plus visité par des étrangers que par les Sénégalais. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, le musée ne tient pas un langage qui permette aux Sénégalais directement de s'intéresser à ce que le musée montre. Prenant conscience de ce constat, nous avons décidé de diversifier les actions qui permettent aux Sénégalais de venir. La journée internationale des musées est aussi une occasion pour partager les bonnes pratiques en matière de musée. Et l'actuelle formation est beaucoup plus technique, ça porte maintenant sur le management des sites patrimoniaux. Comment on peut exploiter un site du patrimoine national ou du patrimoine mondial. Parce qu'il y a une espèce de restitution qui se fait avec eux et ils sont déjà présents sur le terrain. L'Université Senghor est un partenaire naturel en matière de muséographie, de scénographie et nous avons beaucoup de plaisir à nous retrouver ici au niveau du musée des arts africains à Dakar pour travailler de concert et en collaboration vraiment avec nos partenaires sénégalais puisque nous apportons une expertise académique alors qu'ici nous avons une expertise muséographie. Depuis 1977, la journée internationale des musées est célébrée dans le monde. Au Sénégal, on multiplie les actions pour donner aux musées dans l'environnement culturel national. Parlons de diplomatie à présent avec le Sénégal qui sollicite l'expertise du Ghana pour exploiter les ressources naturelles trouvées. Une collaboration dans laquelle l'Afrique sortira gagnante selon le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, actuellement en visite chez nous. Ce dernier et son homologue sénégalais, le chef de l'État Macky Sall, ont fait face à la presse ce mardi. Il s'engage davantage à travailler pour la libre circulation des personnes et des biens. Compte rendu Fatima Taba. Le Ghana, pays producteur de pétrole. Son président, Nana Akufo-Addo, est à Dakar depuis hier. Une occasion saisie par le président Sall pour solliciter l'expertise de ce pays dans l'exploitation des ressources naturelles trouvées au Sénégal. Le Sénégal a demandé au Ghana, qui nous a précédés dans cette expérience, de bien vouloir échanger avec nous et nous apporter son soutien, puisque nous n'étions pas un pays pétrolier. Toutes les expériences réussies devront nous servir pour éviter justement de faire des erreurs que beaucoup de pays africains ont eu à faire dans la gestion de leurs ressources naturelles. D'abord, c'est les négociations avec les compagnies. Nous avons déjà signé les contrats de partage de production, ça c'est défini par les codes pétroliers, c'est défini également par les décrets d'application et tous les textes qui organisent l'activité pétrolière. Mais
Un appel bien entendu par le tout nouveau président du Ghana qui estime qu'avec cette collaboration, c'est l'Afrique qui en sort gagnante. On a les mêmes perspectives. Il faut bien que nous qui sommes appelés aux têtes de nos pays respectifs voient cette occasion comme une opportunité de travailler ensemble pour que le peuple africain commence à sortir de la condition de pauvreté. Le Ghana et le Sénégal, deux pays membres de la CEDEAO qui s'engagent à davantage travailler pour le respect de la libre circulation des personnes et des biens dans cet espace communautaire. La solution durable, c'est que nous devons travailler sur le renforcement des moyens de communication entre pays africains et aussi sur le développement à la fois du transport aérien et du transport ferroviaire. Donc nous sommes très conscients. Sur la voie terrestre, bien sûr, les goulots d'étranglement existent. Maintenant, il y a une contrainte qui nous limite un peu dans cette libre circulation, c'est qu'au même moment aussi, les impératifs de sécurité nous obligent à quand même procéder au contrôle à la frontière. Parce que là aussi, les malfaiteurs, ceux qui sont mal intentionnés, circulent librement. Nana Akufo-Addo est à Dakar depuis 48 heures, une visite qui s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles entre le pays de Léopold Sédar Senghor et celui de Kwame Nkrumah. Et nous restons avec le chef de l'État Macky Sall qui regrette ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Il appelle les soldats à retourner dans les casernes et appelle l'État à respecter ses engagements. Nous l'écoutons à nouveau, toujours au micro de Fatima Taba. C'est très regrettable, puisque nous avons des pays fragiles, nous avons des économies également fragiles. La Côte d'Ivoire est en tout cas la tête de pont au sein de l'UEMOA et la troisième économie de la CEDEAO après le Nigeria et le Ghana. Donc c'est un pays important pour nous, important pour la sous-région. Et je souhaite... Et nous avons échangé avec le président Ouattara hier à 2 reprises. Nous souhaitons le retour au calme. Donc c'est un appel que je peux lancer ici à l'ensemble des membres des forces de défense et de sécurité à rejoindre leur caserne et à continuer les discussions et le dialogue avec le président de la République de Côte d'Ivoire, avec son gouvernement, pour que les questions posées soient réglées dans le cadre de négociations normales dans une république où certainement des engagements ont été pris, mais aussi où la situation et la conjoncture liée au prix du cacao a entraîné des difficultés pour le pays. Je pense que c'est dans la discussion que des solutions seront trouvées. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, l'invité de 20h, Antoine Diouf, reçoit ce soir Babacar Justin Ndiaye. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée. À demain.